Delphine Chaume, bonjour. Bonjour. Nous voilà de retour dans le Forum des Humanités pour nous consacrer à une thématique qui est celle des émotions. Pour aborder cette thématique d'un point de vue plus actuel, nous allons nous consacrer à un ouvrage qui est celui de Claire Marin, qui s'appelle « Rupture ». Alors les ruptures au pluriel, puisqu'il peut s'agir aussi bien des ruptures amoureuses, des ruptures de vie, les accidents, la maladie. Et si on a choisi de parler de ce bouquin, c'est qu'il y a un lien fort avec les émotions, et puis il y a un lien fort avec l'époque. Ce bouquin a eu beaucoup de succès critique, et notamment parce qu'il insiste sur quelque chose qui nous fait du mal, les ruptures, et il fait du bien précisément pour ça, puisque nous sommes dans une époque qui fait l'apologie finalement de la rupture, la disruption économique, le changement, la nécessité de prendre en compte les changements climatiques aussi, la question de l'adaptabilité, la flexibilité au sein du travail. La rupture est partout, elle est valorisée, et Claire Marin a l'opportunité de nous faire revenir sur ce thème en montrant ce qu'il a de douloureux. Oui, alors en fait, elle remet au cœur la gravité de la rupture. C'est-à-dire qu'on a effectivement tendance, dans cette époque, à envisager la rupture comme une sorte d'inconstance. Parfois, on rompt par caprice. Et elle dit, attention, en fait, c'est beaucoup plus impliquant que ce qu'il n'y paraît. Parce que d'abord, ça remodèle la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne serait plus dans une temporalité cyclique, mais une temporalité qui évoluerait par rupture. Ouais. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, c'est que la rupture est une déchirure. Ce n'est pas une coupure nette, c'est ce qu'elle va explorer dans tout cet essai. Ce n'est pas une coupure nette, c'est une déchirure, un arrachement qui déchire en fait le tissu commun de vie avec les autres. Et parce que nos identités, notre identité est mêlée aux identités des autres qui vivent avec nous, de notre entourage, etc. Et donc il faut arrêter de penser que une fois qu'on rompt, ça y est, c'est fini. Non, en fait, les anciens sentiments, les anciennes situations restent en filigrane dans nos vies, à la manière un petit peu comme des membres fantômes qui n'existent plus ou qui ont été amputés, mais dont on ressent encore la présence fantomatique, les émotions, là aussi justement. Et puis ce sur quoi elle insiste aussi, c'est que la rupture fait intervenir le corps. La rupture, c'est aussi quelque chose de physique. Donc on ressent physiquement la rupture. Parfois même elle modifie le corps, elle modifie le visage. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans son essai. Oui, elle le décrit très bien, le visage bouffi de l'homme qui a été quitté, la sensation de vertige devant certaines ruptures de vie, la sensation de nausée aussi, la sensation, les palpitations cardiaques. Le corps traduit la rupture en lui. Alors c'est un phénomène qui n'est pas simplement psychologique comme vous venez de le dire. Il y a aussi donc ces dimensions donc physiques, mais aussi psychologiques qui va s'inscrire dans le temps. On n'est plus dans le temps linéaire, mais dans un temps qui est discontinu et qui est composé de toutes ces ruptures. En vous écoutant, je pensais à la taupe de l'histoire de Marx. Il y a une rupture, il y a un travail souterrain qui se fait, malgré nous, contre nous ou avec nous, et parfois ça ressurgit dans des moments clés de vie et transforme notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Parce que c'est ça le lien important qu'elle fait peut-être avec notre histoire des émotions, c'est le lien, c'est la relation. On est dans une époque qui valorise beaucoup la relation d'individu à individu. L'émotion est un chemin vers l'autre, mais la rupture, c'est presque l'émotion dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on voit quand ça dysfonctionne, quand le lien se défait, quand il y a déchirure du lien, justement. Ce qui nous permet de repenser ce qui se passait entre des êtres, et notamment, peut-être pour le lien le plus clé, celui auquel on pense tous, le lien amoureux. Oui, alors la rupture amoureuse est effectivement une sorte de symptôme absolu de la rupture. Donc effectivement, non seulement parce qu'elle fait intervenir le corps, on dit les couples se déchirent, et Claire Marin dit c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que très concrètement, il y a un arrachement de la peau et celui qui est quitté, mais aussi celui qui quitte, ressent justement cet écorchement, c'est-à-dire l'abandon d'une peau et la confrontation à la solitude, qui peut être douloureuse, ou à une liberté neuve qui donne un sentiment d'exaltation qui peut faire penser que là, ça y est, parce qu'on a rompu, on a atteint une sorte d'authenticité de l'être. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette sensation de vérité, de l'intime, de retrouver son vrai moi quand on rompt? C'est précisément parce qu'on a ce sentiment exaltant. Or,
c'est là ce que dit Claire Marin, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi est-ce qu'on rompt? Alors, dans le cadre de la rupture amoureuse, mais aussi dans d'autres cas de figure, on rompt parce que tout d'un coup on se sent enfermé dans une identité. Et c'est là tout le paradoxe de la liberté, ce qu'elle dit, c'est que nos actes, nos choix définissent notre personnalité, donc le fait d'avoir choisi telle personne comme compagne ou compagnon, par exemple, ça définit notre personnalité, mais dans le même temps, en fait, ça nous contraint, ça crée un cadre autour de nous, aliénant, alors qui peut donc dépasser le cadre amoureux. Hein. Elle cite l'exemple de Sartre qui expliquait lors d'un entretien que, en fait, bon, évidemment, il s'était engagé politiquement, il avait tenu un rôle politique qu'il ne reniait pas, loin de là, mais cette étiquette d'écrivain engagé, finalement, lui pesait et lui enlevait en fait de la liberté de mouvement. Et donc, en fait, il peut arriver qu'on ne supporte plus cette vie qui, à un moment donné, relève de l'étrangeté. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus dans une vie ou dans ce qu'on fait, dans les actes qu'on fait. On a l'impression d'être une sorte d'imposteur dans notre propre vie. Et il peut arriver des moments où on ne peut plus tenir cette fidélité à soi-même. Et c'est là où la rupture peut intervenir. Et on voit, enfin, Claire Marin prend aussi l'exemple physique là, du visage, encore une fois, en disant parfois c'est le visage, quand on le regarde dans une glace, qui nous avertit, où on se dit « Ah, mais je suis en train de ne plus me reconnaître, je ne me reconnais plus en tant qu'être, en tant qu'individu. » Et pire, le visage que je vois commence à ressembler au visage que je déteste, et donc il faut rompre. Et là, le risque de la rupture, c'est se trouver, mais aussi risquer de se perdre. Et c'est ça aussi tout le paradoxe de la rupture. La rupture nous révèle quelque chose néanmoins sur nous. On n'est pas dans la découverte d'un être authentique. On rompt avec des habitudes, avec des manières d'être ou avec les autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va trouver un vrai soi qui aurait été enfoui, caché et qui tout d'un coup jaillirait dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Par contre, ça nous montre une chose, c'est qu'on n'est jamais un être unique, nous sommes des êtres multiples, et les ruptures, par les reconfigurations, par les transformations qu'elles vont donner en nous, nous montrent que nous sommes dans une recherche perpétuelle, un mouvement, et que certains, à certains moments de leur vie, et c'est peut-être aussi l'idéologie du temps, éprouvent une fatigue d'être un seul. Oui, alors elle dit, il y a effectivement l'illusion de la quête du moi véritable, de cette espèce de noyau, comme le moi intérieur, forteresse imprenable, qui nous vient peut-être, comme dit Michaud, de la grammaire, hein, cette espèce d'unité qu'on cherche. Et en réalité, peut-être que c'est la rupture, les ruptures qui nous constituent, qui constituent notre identité. Claire Marin cite Bergson. Peut-être qu'en fait, on est multiple au départ et puis à force de faire des choix justement contraignants, on atteint à une espèce d'unité ou en tout cas de cohérence d'identité. Mais justement, ces ruptures successives nous permettent de vivre plusieurs vies en une vie et d'échapper à une existence qui serait insoutenable, insupportable de contraintes. Et aucun problème finalement à avoir une superposition d'identité, à avoir une superposition de vie. Le seul problème, dit Claire Marin, c'est que la plupart du temps, ces formes multiples d'identité sont vécues sous l'angle de la performance, et c'est parce qu'elles sont vécues sous l'angle de la performance qu'il y a un problème. Sinon, il n'y aurait pas forcément de problème à avoir des strates comme ça superposées d'identité. Et c'est là où on rejoint aussi l'ère du temps et l'idéologie du moment, qui est celle de la performance, de la transformation pour répondre aux exigences du marché, du travail, du couple et je ne sais quoi. Il y a un passage qui est très très intéressant. La rupture ne va pas forcément avec la prise de conscience de ce qui est en train de se rompre. Parfois, on prend conscience de ce qui est en train de se rompre bien avant le moment de la rupture et on peut connaître ce phénomène, tout le monde l'a vécu je pense, de perdre quelqu'un qui est pourtant toujours là dans notre vie. Alors on peut le vivre dans une relation amoureuse, un geste, un tic de langage qui tout d'un coup nous crée une distance infinie vis-à-vis de l'autre, ou alors avec l'expérience de la maladie aussi.
Oui, alors là, elle reprend l'idée de Barthes du fading. Barthes en parle à propos de la grand-mère à la recherche du temps perdu de Proust. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de décoloration progressive de la relation où l'autre est encore là, mais il s'éloigne progressivement sans qu'on ne saisisse pourquoi et sans qu'on arrive à le retenir. Donc effectivement, c'est le cas aussi dans les couples, comme vous le disiez, bien avant la rupture amoureuse. Tout d'un coup, il y a une sorte de dissonance dans le rythme des pas, il y a une dissonance dans le rythme de vie, et puis progressivement, il y a cet arrachement qui n'est pas forcément brutal. L'arrachement n'est pas forcément brutal. Et elle prend l'exemple très intéressant de Alzheimer, où là, en fait, on rompt avec quelqu'un en éprouvant en fait la perte chaque jour. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, on est face au même et à un autre dans le même temps. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus la personne qu'on connaissait, donc de son entourage proche en général. Et là encore, le visage, même le visage, il y a une espèce de fossilisation où on ne reconnaît plus le visage, il a changé tout en étant le même. Et à l'image un petit peu des statues de cire, voilà. Et il faut se faire à la perte chaque jour, donc c'est effectivement très très douloureux. Et là, il faut s'obliger à la rupture, dit Claire Marin, c'est-à-dire qu'il faut dissocier la personne entre la personne qu'elle était avant et la personne, avant la maladie donc, et la personne telle qu'elle est, malade. Et c'est le prix à payer pour conserver en fait l'image, l'idée, les sentiments vis-à-vis de la personne, c'est d'accepter en fait que la personne, tout en étant encore vivante, meurt. Et elle dit en fait, c'est l'expression la mort dans l'âme, c'est-à-dire accepter que la personne meurt à l'intérieur de nous pour préserver celle dans le souvenir telle qu'elle était avant, pleinement consciente. Dans le processus d'Alzheimer, qui est un processus très progressif, on voit bien la relation que je nommais tout à l'heure au lien, puisque le membre de la famille, vis-à-vis du malade, va dans un premier temps chercher à compenser, va chercher à recréer à chaque jour le lien qui se défait. Mais l'écart est de plus en plus grand et à un moment, il faut effectuer ce travail, la mort dans l'âme, pour se séparer de l'autre. On le voit, on a abordé, et on aurait pu en faire plus encore, des types de ruptures, il y en a encore d'autres qui ont été abordés dans le bouquin, mais on voit que l'expérience qui est décrite est une expérience éminemment douloureuse et d'abord négative. C'est-à-dire qu'on rompt parce qu'on est dans la frustration, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose qui ne vient plus, on est dans un désir qui est perdu et dont on prend conscience de ce désir perdu. On voit mal la dimension qui serait affirmative, positive. Qu'est-ce qu'on peut faire de la rupture? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec la rupture selon Claire Marin? Alors, il y a un cas où la rupture, enfin un cas symptomatique qui pourrait être reproduit en fait après, c'est la rupture primordiale, celle avec la mère, c'est-à-dire la rupture de la naissance. La rupture aussi pour la mère, donc la rupture pour la mère et pour l'enfant. D'abord pour la mère parce qu'elle se transforme. Quand elle est enceinte, elle doit rompre en fait avec ce qu'elle était avant. Elle n'est plus seulement une fin, la mère, elle est aussi un moyen, elle devient aussi un moyen en même temps qu'être une fin. Donc elle se transforme, son corps se transforme pour laisser un espace pour le futur bébé. Donc ça c'est la première rupture. Il y a la rupture de la naissance aussi pour la mère, puisque ça redéfinit complètement ses relations, bon, évidemment au père, mais aussi aux autres, à la vie, aux modalités de son mode de vie aussi, puisqu'elle ne s'appartient plus uniquement. Et puis, évidemment, pour l'enfant, la naissance est le premier arrachement, la première rupture, la première déchirure. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que comme dit Anne Dufourmentel, en fait, naître ne suffit pas. Et quand on est parent, on doit s'attendre à une double rupture à ce moment-là. La première rupture qui est celle de la naissance, donc, comme je viens de le dire, et puis la seconde qui est de préparer l'enfant à naître à lui-même et donc à se séparer en fait des parents, à quitter le nid familial. Et c'est là où intervient l'acte créateur en fait. C'est-à-dire que l'acte créateur, c'est la constitution pour l'enfant
d'une subjectivité et donc la création au préalable d'un espace intérieur qui va pouvoir accueillir cette subjectivité. Donc cette construction en fait de son individualité, de sa singularité, de son être. Et là, la rupture en fait est absolument fondamentale, nécessaire, essentielle. Et c'est la première expérience en fait à ce moment-là, donc cette deuxième naissance, de la confrontation à la solitude et de la confrontation à l'abandon archaïque. Et si cette phase est bien réussie, en fait, si l'enfant a pu naître une seconde fois, eh bien, il pourra se confronter de nouveau à cette solitude et cet abandon qui est le cas de toute rupture, comme dit Claire Marin, en créant à nouveau, en fait, en recréant cet acte créateur, c'est-à-dire en remodelant son être. Et du coup, et par conséquent, retrouver, en fait, après l'arrachement de la peau, comme on l'a dit tout à l'heure, lié à toute rupture, se reconstituer une autre peau faite de gestes, de mots, d'attention. Oui, ça nécessite d'avoir une vraie solidité et d'affronter le vertige qui est post-rupture. Si on paraphrase Anne Dufour-Montel, on pourrait dire rompre ne suffit pas. C'est ce qui vient derrière qui va permettre la consolidation, la restructuration d'une subjectivité. Et ça me fait penser à un autre passage du texte où elle évoque la compulsion sexuelle post-amoureuse. Où elle dit finalement, vous venez de rompre ou vous venez d'affronter la mort, il va y avoir une recherche et un désir éperdu de l'autre, une volonté de posséder, de faire l'amour, de se lier, qui est une phase, mais sur quoi ça va aboutir ensuite? Soit on est face à un vide qui est cette solitude qu'on refuse de voir, soit on la prend en charge, et parce que la deuxième naissance a été bien vécue, où on a bien travaillé avec, on va pouvoir se projeter dans un nouvel espace où le moi, le je, réapparaîtra sous un jour nouveau. Oui, parce que la rupture peut aussi être une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire qu'on peut rompre aussi parce qu'on tend vers un idéal de soi qu'on n'arrive pas à atteindre. Et là, la rupture peut être une sorte de fuite en avant. Ce qui peut se passer effectivement aussi dans la rupture amoureuse, et c'est pour ça que Claire Marin dit attention à l'illusion de ce moi fantasmé ou de ce moi véritable, parce que en fait, dans le dialogue amoureux, et ça, elle reprend l'idée de Roland Barthes, dans le dialogue amoureux, il y a cette question qui est une question impossible et qui appelle une réponse impossible. L'être qui aime demande à l'être aimé « Qu'est-ce que je vaux ?» Oui. Qu'est-ce que je vaux? Dis-moi ce que je vaux, dis-moi quel est mon moi. Et c'est de toute façon impossible, et rompre, en fait, pourrait donner l'illusion ou de se libérer de ce dialogue impossible. Pour celui qui est rond. Voilà, pour celui qui est rond. Ou de trouver la réponse ailleurs que dans le cadre amoureux. Et là, c'est encore possiblement une illusion, et c'est ce que dit Claire Marin. Attention à toutes ces illusions qui environnent la question de la rupture. Bien, je vous propose de nous arrêter ici. Merci Delphine. Merci Olivier.